Allez, bonjour à tous. Je fais cette vidéo suite à des problèmes de connexion via la visio. Alors c'est pas l'idéal, hein, mais bon, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Comme d'habitude, s'il y a la moindre question, vous n'hésitez pas à me contacter via Pronote. Alors, vous aviez à travailler la notion de biodiversité influencée par l'homme. Vous aviez deux exercices, un qui portait sur les actions négatives et un sur les actions positives. Et j'avais joint également la correction. N'ayant pas eu de retour de votre part ou de questions, j'en déduis que soit vous avez réussi l'exercice, super, soit la correction vous a permis de résoudre les difficultés que vous aviez rencontrées. Je rappelle, à chaque fois, c'est quand on a des problèmes, quand on est sur la partie distancielle, on n'hésite pas à me contacter. Alors, je vais quand même vite fait faire un petit retour là-dessus, avec quelques exemples. Si on commence par la partie négative. La partie négative, vous avez vu la notion de dégradation des habitats. On dit également qu'on va fragmenter les habitats. Par exemple, avant, ici, on n'avait qu'une grande forêt. Et cette forêt, maintenant, vous pouvez remarquer qu'on a plusieurs îlots de forêt. Ici, là, ces deux morceaux de forêt sont séparés par une autoroute. Ensuite, c'est séparé par une voie ferrée. Ensuite, on a des champs, etc., etc. Alors, quelle en est la conséquence de cette fragmentation des territoires? Eh bien, en fait, en fragmentant votre territoire par des routes, vous allez isoler les êtres vivants les uns des autres. Vous allez partir d'une population initiale à une somme de petites populations. On parle de sous-population. Et qu'est-ce qui se passe? Ces êtres vivants vont rester ensemble. Ils vont pas prendre le risque d'aller traverser une route, une autoroute, une voie ferrée. Alors, bien évidemment, certains s'y risquent. Et malheureusement, nous avons déjà rencontré des animaux qui sont morts sur le bas-côté des routes. Donc tout ça n'est pas, n'encourage pas à traverser. Donc les animaux vont se retrouver en petites sous-populations les uns des autres. Et ça, c'est très mauvais pour la biodiversité. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre le cas de deux rivières. La Célé et la Viorre sont deux rivières qu'on a dans le massif central, deux rivières qui sont parallèles. Et vivent dans ces deux rivières 4 espèces de poissons. Pour chacune de ces espèces de poissons, nous allons mesurer le nombre d'allèles. On va donc s'intéresser à la biodiversité génétique. Je vous rappelle, hein, c'est le troisième niveau de description, d'observation de la biodiversité. On remarque quoi? On remarque que dans la Viorre, on a, pour chacune des espèces étudiées, moins d'allèles que dans la Célé. On a donc une biodiversité génétique qui est plus faible. Comment l'expliquer? Et on va s'intéresser aux cours d'eau. Eh bien, vous pouvez remarquer que dans la Viorre, on a deux barrages hydroélectriques. Et ces barrages hydroélectriques viennent fragmenter votre cours d'eau en 3 morceaux. Vous avez des poissons qui sont piégés ici, des poissons qui sont piégés ici, des poissons qui sont piégés ici. Donc votre population initiale s'est retrouvée coupée en 3 populations. Donc vous avez forcément moins d'individus. Et ça engendre une perte de biodiversité. On verra dans ce chapitre, plus tard, la notion de dérive génétique qui va venir vous expliquer comment des allèles peuvent disparaître dans une population et donc engendrer une perte de biodiversité génétique. Autre action de l'homme, la notion de surexploitation, la surchasse, la surpêche. Vous pouvez voir que chez les poissons, hein, ce qui fait le plus de mal aux poissons comme action humaine, c'est la surpêche. On pêche plus d'animaux que les stocks ne peuvent se renouveler. Donc forcément votre population diminue, jusqu'à malheureusement risquer l'extinction. C'est pour ça que on a introduit la notion de quota, quota de pêche, vous en entendez souvent parler. L'idée c'est quoi? C'est vous pêchez ce qui est suffisant et qui ne met pas en danger le stock de poissons. D'accord? L'idée c'est de trouver un juste équilibre entre la reproduction, les naissances et ce qu'on va venir pêcher. Vous avez également la même chose avec les mammifères. D'accord, hein. Alors chez les mammifères, vous voyez que c'est un peu plus équivalent, hein, plus équilibré entre la dégradation des habitats et la surchasse. En revanche, on se rend compte que chez les reptiles et les oiseaux, c'est clairement la dégradation des habitats qui fait le plus de dégâts. Alors il y a un événement
pardon, il y a une action qui est récente, c'est la notion d'espèce invasive. On va venir implanter, de manière volontaire ou non, une espèce qui, dans un écosystème qui n'est pas son écosystème d'origine. Vous avez par exemple déjà rencontré le long des bords de route, notamment dans des zones où on a des rivières, vous en avez également sur Provins, de la renouée du Japon. La renouée du Japon, bah, c'est une espèce invasive. Elle se développe très rapidement. Vous voyez qu'elle fait une forte végétation. Elle va donc venir couvrir le sol, ce qui va empêcher le développement des autres espèces végétales. Et donc, bah, nécessairement, ça va venir dégrader votre écosystème. Et toutes ces actions négatives engendrent quoi? Eh bien, ça engendre une baisse de l'abondance. L'abondance, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'individus qu'on a dans une population. Alors là, vous avez 4 courbes qui s'intéressent soit au milieu marin, soit au milieu d'eau douce, comme les rivières, les lacs, les marais, ou alors le milieu terrestre. Et enfin, la courbe rouge, le global. Vous pouvez remarquer qu'entre des années 1970 et 2012, en 42 ans, on a perdu 58% des individus. Si au début on avait une population de 100, aujourd'hui on n'a plus qu'une population de 42. C'est ça que ça veut dire. Et vous remarquez également que selon le milieu de vie, la dégradation de l'abondance est plus ou moins élevée. Dans les milieux terrestres et marins, on est plutôt sur du 36-38%, alors que dans les milieux d'eau douce, comme les rivières, les lacs, on est sur du 81%. Si en 70 on avait 100 individus dans la population, aujourd'hui on n'en a plus que 19. Mais l'homme est capable d'actions positives. Exemple, les réintroductions. On a par exemple réintroduit le loup du Yellowstone de manière à rééquilibrer l'écosystème. On avait une prédominance des bisons. Et bien en réintroduisant ce prédateur, et bien la population de bisons a pu diminuer, ce qui a permis de réaugmenter la végétation, mais également de réguler la population de castors, etc. etc. C'est un très bel exercice d'ailleurs d'action de l'homme sur la biodiversité. Je dis ça, je dis rien. Autre exemple, le transfert d'animaux. Vous avez une population qui a peu d'individus. Si vous ne faites rien, elle risque tout simplement de disparaître puisqu'il n'y aura plus d'individus. Et bien l'idée, on va revenir remettre des individus de manière à ce que votre population soit pérennisée dans le temps. C'est le cas de l'ours des Pyrénées. On a réintroduit des ours venant de Slovénie de manière à ce que la population puisse regrossir, se pérenniser dans le temps. Vous avez également tous les problèmes dits de conservation. Les parcs nationaux, les zoos, maintenant les zoos, on a des problèmes de conservation des espèces. On a également diverses actions qui permettent de pérenniser dans le temps un espace, un écosystème avec tous les animaux qui y habitent. Et puis vous avez également la notion de domestication. L'exemple que je vous ai donné, c'était la domestication de la théocinthe qui a donné naissance à une nouvelle espèce qu'on appelle le maïs, avec toutes les variétés du maïs. Exemple chez les animaux, le cas du loup, le loup domestiqué qui donne le chien avec toutes ses races de chiens. Petit point info, différence entre variété et race, aucune, si ce n'est que quand on parle des végétaux, on va employer le terme de variété, quand on parle des animaux, on va parler de race. Voilà les actions positives et négatives. Alors, autre exemple que l'on a en France, c'est la réintroduction par exemple du castor. Alors le castor, c'est une espèce un peu particulière parce qu'on la qualifie d'espèce architecte. De manière non volontaire, elle va venir modifier significativement l'écosystème. En effet, la mise en place d'un barrage, alors c'est pas un barrage aussi fermé que le barrage hydroélectrique, on a un effet de fragmentation qui est existant mais qui est moindre, et va venir créer une rétention d'eau, ce qui va être favorable à l'implantation d'espèces comme des amphibiens, des reptiles. Puis le castor, vous savez, il va couper des troncs. Ces troncs d'arbres vont être dégradés par des espèces d'insectes, comme par exemple des termites. Du coup, si vous avez des termites, des colonies de termites, ça va faire venir quoi? Ça va faire venir des oiseaux comme le piquet-pêche, le pivert. Et puis du coup, ça va faire venir des rapaces, etc., etc. Bref, ça permet de recréer un écosystème. Et le castor, on en a réintroduit dans plusieurs endroits, principalement dans la région Grand Est, notamment en Alsace, et puis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes,
au niveau des Alpes et au niveau des Dombes. Vous aviez ce bilan à réécrire, bilan qui reprend clairement ce que j'ai dit, point négatif avec des exemples, point positif avec des exemples. Alors on va passer à la suite du cours. À la suite du cours, je vous remets cette photo, cette diapositive qui est une compilation de différents visages d'une même espèce, de l'espèce humaine. Et vous pouvez constater qu'on n'a pas tous la même tête, on n'a pas tous la même couleur de peau, on n'a pas tous la même couleur des yeux, on n'a pas tous les mêmes sourcils, on n'a pas tous la même forme de nez, etc., etc. Tout cela est codé génétiquement. C'est ce qu'on appelle la biodiversité génétique. Petit rappel. Si je m'intéresse par exemple à la couleur des yeux, comme vous le savez, nous avons des chromosomes qui fonctionnent par paire. C'est-à-dire que l'on va avoir 2 fois la même information. On va avoir 2 fois une information sur la couleur des yeux, au même endroit sur les 2 chromosomes de la paire numéro 15. C'est ce qu'on appelle le gène. C'est le gène responsable de la couleur des yeux. Pour autant, pour cette information couleur des yeux, on n'a pas la même version. Il est possible que nous ayons la version pour avoir des yeux bruns, la version pour avoir des yeux bleus. C'est ce qu'on appelle des allèles. Donc pour un gène, on a plusieurs allèles. D'accord? Alors comment expliquer cela? Eh bien, ça va être l'objectif du cours. Comment expliquer la biodiversité génétique chez les espèces? Comment naissent les allèles? Je vous laisse recopier cette problématique. Alors maintenant que vous avez noté cette problématique, eh ben on va aller voir le grand 2, origine de la biodiversité génétique. Alors, je vais m'intéresser à un gène, le gène groupe sanguin. Vous le savez, dans ce gène, on a 3 allèles. On a les allèles A, O et B. Alors, je vais utiliser un logiciel qui va me permettre de voir les différentes séquences génétiques. C'est parti. Donc ce logiciel, hop, je vais venir charger des séquences. Hop, mes séquences ABO. Et les voici. D'accord? Vous pouvez voir ici toutes mes séquences. Ici la séquence de l'allèle A, la séquence de l'allèle B et la séquence de l'allèle O. Vous remarquez des lettres ATCG. Je vous rappelle que ATCG, ça correspond aux bases azotées qui constituent la molécule ADN. Je vous renvoie au chapitre numéro 1 sur la molécule d'ADN si vous avez besoin de vous rappeler qu'est-ce que les bases azotées, qu'est-ce que les nucléotides, etc. etc. Vous voyez, on a toute la longueur de mes allèles. Alors, à partir de ça, je vais faire un travail. Je vais d'abord choisir un allèle de référence, hop, l'allèle O. Je vais aller faire une action, je vais venir tout simplement les comparer. D'accord? Hop, se lance une comparaison. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Hop, excusez-moi. Voilà, ça y est, j'ai ajusté ma fenêtre. Donc ici, c'est mes séquences, on va dire à l'état brut, et là, c'est mes séquences comparées. Quand vous avez un tiret, comme ici, ça veut dire que vous avez en face le même nucléotide, la même base azotée. D'accord? Alors là, de prime abord, on se rend compte, si je passe assez rapidement, on se rend compte de quoi? On remarque quand même que mes 3 allèles sont quasi identiques. Pourquoi j'ai dit quasi? Parce que si on va un peu plus lentement, on remarque, regardez quoi? On remarque des différences. On a des différences. D'accord? Alors c'est quoi ces différences? Ces différences là, par exemple ici sur la LO j'ai une cytosine, alors que sur la LB j'ai une adénine. Je n'ai donc pas la même base azotée, pas le même nucléotide. Qu'est-ce que c'est que ces différences? Ces différences, c'est ce qu'on appelle des mutations. D'accord? Et on a quelques mutations. D'accord? Là, par exemple, regardez de nouveau une mutation.
Alors des mutations, ça peut être le remplacement d'une base azotée, comme ça peut être par exemple la suppression d'une base azotée. Alors attendez, je cherche un exemple. Il y en a un exemple notamment au niveau de l'allèle A. L'allèle A une base azotée de moins que l'allèle O, qui m'a servi de référence. Il faut juste que je retrouve. Je crois que je l'ai passé. Bon, pardon, je vous ai dit. Hop, je me suis emmêlé les pinceaux, excusez-moi. C'est l'allèle O qui a un nucléotide de moins que les allèles A et B. Et donc en fait le fait d'avoir rajouté un nucléotide, hein, ici guanine, guanine, ça vous apprend que c'est également le cas d'une mutation. D'accord. En termes de mutation, on entend souvent parler, notamment en cette période délicate. Alors les mutations, qu'est-ce que c'est? Les mutations, ce sont donc des changements dans la séquence nucléotidique. Ces changements, et ça c'est hyper important, ils sont imprévisibles et aléatoires. C'est-à-dire qu'à aucun moment, l'organisme, quel qu'il soit, virus, bactéries, champignons, végétaux, animaux, il décide de dire tiens, j'ai envie d'avoir une mutation. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est faux de dire cela. Une mutation, c'est une erreur, tout simplement. Ça apparaît de manière aléatoire et imprévisible. Alors, je vais un peu aller plus loin. Ça va être un peu dur programme, mais l'idée, c'est que vous compreniez. Vous avez vu au collège les divisions cellulaires. Vous avez vu peut-être le terme de mitose. Et vous aviez vu que pour faire une mitose, une division cellulaire, il fallait que le matériel génétique soit doublé. Et bien, c'est lors de ces doublements que des mutations peuvent apparaître. Pourquoi? Parce que vous avez une enzyme, c'est une molécule, je rappelle, qui réalise une action dans les cellules. Cette enzyme va venir copier votre ADN de manière à le doubler. Et bien, comme tout ouvrier, comme toute personne sur Terre, cette enzyme, elle n'est pas parfaite. Cette enzyme, de temps en temps, elle fait des erreurs, comme vous, comme moi. Vous faites un exercice, vous faites des erreurs, des fois je fais des calculs, je fais des erreurs. Voilà. On va dire que c'est humain, c'est normal. Ben, votre enzyme, c'est pareil, elle fait des erreurs. Elle en fait très peu, mais elle fait des erreurs. Et bien ces erreurs qu'elle fait, c'est des mutations. Tout simplement. Et ces mutations vont se répercuter à la descendance si ces mutations ont eu lieu dans les cellules reproductrices, spermatozoïdes et ovules. D'accord? Alors, on reprend le diaporama. Je remets ceci. Je vous ai remis ici un exemple de mutation. Et il faut noter le bilan numéro 4. Donc au sein de chaque espèce, la diversité des individus repose sur la variabilité de l'ADN. C'est la diversité génétique. D'accord? Pardon, excusez-moi. Les différents allèles d'un gène proviennent d'un même gène ancestral qui a subi une ou plusieurs mutations génétiques. C'est ce qu'on appelle une modification imprévisible. Pour qu'un allèle créé soit transmis au fil des générations, il faut que les mutations touchent le gène ancestral présent dans les cellules germinales, c'est-à-dire les cellules reproductrices, spermatozoïdes et ovules. Ainsi, des mutations qui ont eu lieu dans un passé plus ou moins lointain sont la cause de la diversité génétique des individus au sein de chaque espèce. D'accord? Donc si vous préférez, on avait au tout début un gène ancestral. Pour le gène groupe sanguin, on n'avait qu'un seul gène. Tout le monde finalement avait le même groupe sanguin.
Et puis des mutations sont apparues, ce qui a engendré des versions différentes de ce gène initial. Du coup, on avait des allèles, et ça a permis de créer les allèles O, B et A. Alors, vous mettrez sur pause la vidéo pour finir de copier le bilan. Je vais passer à la suite. Je vais vous montrer un petit schéma qui va vous permettre de voir comment ça fonctionne. Hop là, ici. Je vais agrandir ma fenêtre et la placer au centre. D'accord? Alors, et je fais mon retour. Hop là, excusez-moi. Je monte très rapidement en même temps, donc ça explique un peu tout cela. Donc, sur ce schéma que vous pouvez refaire, qu'est-ce que l'on a? J'ai pris une séquence génétique, version ancestrale d'un gène. J'ai créé une mutation. Par exemple, ici, la guanine est remplacée ici par une cytosine. Hop, vous voyez en rouge. Et bien ça me crée un nouvel allèle, l'allèle numéro 1. Sur mon version gène ancestrale, j'ai 2 mutations, ça me crée l'allèle numéro 3. D'accord? Voilà comment naissent les allèles, comment apparaît la diversité génétique au sein d'une espèce. Alors, plusieurs devenirs pour le gène ancestral. Des fois, il va être éliminé, il va disparaître, pour X raisons. Ou alors, ce gène va rester. Et dans ces cas-là, s'il reste, cette version ancestrale d'un gène, on va l'appeler allèle. On va avoir du coup l'allèle numéro 3, ou l'allèle numéro 0, comme vous préférez. Toujours dit, c'est que du coup, on pourrait se retrouver avec 3 allèles. Ok? Donc ce schéma, je vous encourage à le refaire. Alors pour la séquence génétique, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? L'idée, c'est que vous compreniez que dès qu'il y a des mutations, changement de nucléotide, ou suppression d'un nucléotide, ou rajout d'un nucléotide, ça crée un nouvel allèle. Et cet allèle est transmis à la descendance quand cette mutation a lieu au niveau des cellules reproductrices. Si vous avez une mutation au niveau des cellules de la peau, vous n'allez pas donner cette mutation à votre descendance. Tout simplement parce que la descendance ne se fait pas à partir de vos cellules de peau. D'accord? Alors, dernier point que nous devons aborder, c'est la notion de fréquence allélique. Alors, c'est quoi ça? Une fréquence allélique, c'est tout simplement le nombre de fois où un allèle est présent dans la population sur le nombre total d'allèles. Je vais vous donner un exemple. Nous avons une population de 5 individus. On s'intéresse à un gène qui a 2 allèles, l'allèle petit a et l'allèle grand A. Comme vous le savez, on a 2 chromosomes, un chromosome fonctionne par paire, ça veut dire qu'on a nécessairement 2 allèles pour le même gène. Alors des allèles qui peuvent être identiques ou différents. On va donc calculer la fréquence de l'allèle grand A qu'on va noter F de A. Nombre d'allèles présents dans la population. Je compte le nombre de fois où j'ai grand A. Je l'ai présent une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Combien d'allèles ai-je au total? J'ai 5 individus avec à chaque fois 2 allèles. 5 fois 2, 10. J'ai donc en tout 6 sur 10. Ce qui me fait une fréquence allélique de 0,6. 60% si vous préférez. Si je fais maintenant f de petit a, je compte une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois sur 10, fréquence de 0,4, 40%. Alors pourquoi on s'intéresse à la fréquence allélique? Parce qu'en fait l'évolution, ce sont les modifications des fréquences alléliques au cours du temps. Petit exemple. Un gène a 3 allèles. Allèle A, allèle B, allèle C. On va mesurer les fréquences de ces allèles au cours du temps, au cours des générations. Génération 1, c'est vos parents. Génération 2, c'est vous. Génération 3, c'est vos enfants. Génération 4, vos petits-enfants, et ainsi de suite. Vous pouvez remarquer que ces fréquences changent. Elles évoluent. D'ailleurs, le terme évoluer, vous avez vu, c'est totalement vague. Elles évoluent. Alors, si on est plus précis, la fréquence de la LC augmente au cours des générations, alors que les fréquences des allèles B et A diminuent. La question est comment expliquer
ces fréquences, ces modifications de fréquences héliques au cours du temps. Pourquoi les fréquences héliques finalement ne sont pas constantes? Pourquoi elles ne restent pas égales à ici à 33%? Comment l'expliquer? D'accord? Donc, ce qui va l'expliquer, ça sera la notion de force évolutive. Donc vous écrivez comment expliquer les variations de fréquences alléliques au cours des générations. On va arrêter du coup le cours ici. Quand vous serez en distanciel du distanciel la semaine du 26, vous travaillerez sur la première explication qui correspond à la sélection naturelle. Alors, sélection naturelle que vous avez normalement vue ou entrevue, ou vous avez déjà entendu parler au collège. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à faire des stops, des retours sur cette vidéo afin de bien noter tout le cours. Comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, si vous avez la moindre question, la moindre hésitation, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, puis également de bonnes vacances avec un peu de travail. Au revoir.